Bonjour à tous et bienvenue au Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Je m'appelle Christine Kovacevic et je suis gestionnaire de l'interprétation et de l'expérience du visiteur. Comme vous le savez, le thème de la Nuit des idées de cette année est « Proche ». Ce soir, nous explorerons de quelle façon les gens s'attachent aux endroits et les uns aux autres, personnellement et au niveau de la société. Quand nous avons entendu parler de ce thème au musée, il était clair que nous allions être en mesure d'apporter une contribution très importante. Au musée, les idées et les thèmes entourant la proximité sont explorés tous les jours. Que ce soit à travers nos programmes ou nos expositions, vous trouverez des histoires qui lient les gens en tant que personnes et en tant que Canadiens et Canadiennes. Parallèlement, nous plongeons aussi dans des notions opposées de la proximité. Nous nous penchons sur les thèmes de la distance et de la différence. Ce soir, nos 4 interprètes de patrimoine vous raconteront leur histoire préférée portant sur ce thème important. L'histoire de Scott examinera ce que les immigrants et les immigrantes apportent lorsqu'ils ou elles quittent leur pays, ainsi que les façons dont ces objets peuvent toujours les lier à des personnes et des lieux éloignés. L'histoire d'Angélique se penchera sur ce que vivent les personnes séparées de leur famille une fois au Canada et sur comment elles arrivent à demeurer en contact. L'histoire d'Anne-Marie parlera des immigrants et des immigrantes venant au Canada qui se retrouvent souvent loin de leur pays et de leur culture d'origine, tout en les gardant dans leur cœur pour le reste de leur vie. La présentation de Stéphanie examinera le lien réciproque et significatif entre la nourriture et l'immigration. Alors, pour les 35 prochaines minutes, détendez-vous, profitez de l'expérience et pensez au thème de proche. Bonjour, je m'appelle Scott. Je suis interprète ici au musée. Présentement, je suis dans l'exposition du Quai 21. C'est dans cette salle entre 1928 et 1971 que les immigrants ont fait leur entrevue avec l'agent d'immigration canadien et été admis au Canada. L'immigration peut signifier une séparation de vos proches, votre pays, votre culture. Ça peut être une séparation de tout qui est confortable et sécuritaire. Tout le monde décide d'immigrer au Canada pour une variété de raisons. Ils ont tous eu un voyage pour arriver à leur nouvelle maison. Ils ont tous dû décider quoi apporter. Que importez-vous? Que abandonnez-vous? Qu'est-ce que serait le plus important pour vous? Les immigrants ont dû considérer ce qu'ils avaient besoin initialement pour leur nouvelle maison et quel objet ils pouvaient acheter plus tard. La connaissance du Canada peut affecter les choix. Nous avons plusieurs histoires dans notre collection au sujet des immigrants qui ont arrivé avec une masse de vêtements chauds. Parfois, les immigrants apportent les objets qu'ils ne pensent pas vont être disponibles au Canada. Quand la famille Imhan a immigré en 1957 du Pays-Bas, ils ont apporté leur moulin à café. Ils étaient informés que les moulins à café étaient difficiles à trouver au Canada. Ils ont rapidement découvert que ce n'était pas le cas. Comme je l'ai dit plus tôt, l'immigration peut signifier une séparation. Parfois, un membre de famille va immigrer en premier. Historiquement, un mari a souvent immigré par lui-même, voulant voir s'il peut gagner une vie pour lui-même et pour sa famille. Normalement, ils ont dû économiser pour plusieurs années avant qu'ils puissent faire venir leur famille. Pouvez-vous imaginer comment seul et isolé vous sentirez? Les objets comme les albums photos, les livres, les jouets et les souvenirs peuvent aider les nouveaux venus. Ils servent comme les aides-mémoire et pouvons les reprocher de ce qu'ils ont laissé derrière. La nourriture peut être un confort aussi. Les recettes familiales et les repas familiers peuvent aider avec l'ajustement à une vie canadienne. Même les gens qui n'arrivent avec rien apportent avec eux leur identité, leurs coutumes et leurs traditions culturelles. Ça fait tout partie de leurs racines, de leur histoire.
Alors, il y a toutes sortes de valises, caisses et malles derrière moi, et chacune a une histoire différente. Ce n'est pas tous les nouveaux arrivants qui étaient capables d'apporter une grande malle comme celui ici. Si vous êtes réfugié, vous prenez ce que vous pouvez avant de fuir, si vous êtes capable. Cette valise appartenait à la famille Becker, qui ont vécu d'un camp des réfugiés après l'Holocauste, avant de venir au Canada. Tout au coup, les bagages sont faits et le jour de départ arrive. C'est le temps de partir. Ce voyage est un voyage vers l'inconnu. Peut-être c'est stressant, tendu ou effrayant. Ça peut aussi être génial, rempli d'espoir et d'attente à l'avenir. Je suis maintenant dans une reconstruction d'une cabine de navire. C'est semblable à une cabine que les immigrants ont eue durant leur voyage au Canada pendant les années 50. Mais pas toutes les cabines étaient comme celle-ci. Une immigrante d'Allemagne m'avait dit que son navire a eu 3 niveaux de lit. Chanceuse comme il était dans celui du haut. Il a dit que chaque nuit, les rats ont traversé le conduit d'eau juste au-dessus de sa tête. Le mal de mer était une expérience fréquente. Un voyage entre l'Europe et le Canada peut prendre entre 5 et 10 jours jusqu'à plus de 2 semaines. Imaginez-vous cette expérience, d'être malade pour cette période entière. Quelques immigrants l'étaient. Lise Kunzelman se rappelle d'un voyage désagréable quand sa famille a traversé en 1954. Elle a dit « Le voyage n'était pas exactement ce que nous avons prévu. Une grosse mer pendant le voyage, tout le monde à bord était malade, quelques-uns pires que les autres. Le salle à manger était presque vide, les spectacles annulants. Ma mère restait en couchette pour presque tout le voyage, pendant que nous battons nos inconforts et passons nos jours dehors sur la pente, braver les éléments pendant que nous regardons les grandes vagues, et plus tard les icebergs, avec un grand étonnement. Chaque jour du voyage vous prend plus loin de la vie que vous avez connue et agrandit la séparation de vos proches. Les immigrants aujourd'hui, typiquement, arrivent par les avions ou ils traversent la frontière sud du Canada en auto. Malgré la façon, les émotions qui sont senties quand vous quittez votre maison, les sentiments d'appréhension et enthousiasme durant le voyage sont encore les mêmes. Alors, avant que vous le saviez, start over that one. Just start again. Yeah. Avant que vous le saviez, le navire rentre en la havre d'Halifax, ou l'avion descend, ou l'auto arrive à la frontière. Avant que vous le saviez, vous êtes arrivé au Canada. Bonjour à tous, je m'appelle Angélique, je suis interprète du patrimoine ici au Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Je suis dans la section d'arrivée de l'exposition du Quai 21. Aujourd'hui, nous allons examiner les expériences des personnes qui se sont séparées de leur famille lorsqu'ils déménagent au Canada et voir comment ils restent en contact. Quand nous pensons à l'arrivée, beaucoup de personnes pensent simplement au processus d'atterrissage en avion ou de débarquement par bateau. Une fois arrivé, un immigrant doit s'adapter à un nouveau climat, une nouvelle langue, une nouvelle culture et une nouvelle culture. De nombreux immigrants ont partagé leurs histoires avec le musée à quoi ressemble cette période d'adaptation. Et comme vous pouvez l'imaginer, les expériences de chacun sont totalement personnelles. Ils peuvent subir des ajustements mineurs ou majeurs. Les immigrants doivent faire face à de grands défis, comme rester en contact avec leurs proches qu'ils ont laissés derrière. Cela peut s'avérer extrêmement difficile, compte tenu notamment du décalage horaire ou s'il n'y a pas assez d'accès constant à l'Internet. J'aimerais partager avec vous l'histoire de Hiba Banani, une immigrante tunisienne venue du Canada. Elle décrit la douloureuse séparation de sa famille et son premier ramadan loin d'eux. Le ramadan est le 9e mois du calendrier islamique et le mois le plus sacré. Hiba est arrivée ici au Canada pendant l'été. C'était la première fois qu'elle était loin de ses parents et ses sœurs pour le mois de Ramadan. C'était trop difficile pour elle. Une fois, elle a parlé avec l'une de ses sœurs lorsque tout le monde était à la maison pour le premier jour du Ramadan.
Tout le monde était heureux autour de la table, car ils attendaient le bon moment pour manger. Son père, ses 3 frères et sa mère étaient tous là, mais la chaise manquait. Et c'était la chaise de Iba. Ils étaient 6 dans la famille, donc la table à manger avait 6 chaises, mais une personne manquait. Et c'était Iba. Alors, tout le monde s'est mis à pleurer. C'était dur. Mais telle est la vie, comme son père disait. Oui, c'est vraiment difficile et triste. Je comprends vraiment l'émotion qu'éprouvait Iba de ne pas pouvoir passer ses fêtes préférées en famille. La séparation de la famille et des amis pendant les fêtes peuvent être très difficiles. Si vous n'avez jamais été dans cette situation, imaginez ce que ça serait d'être séparé de votre famille pendant vos fêtes préférées. La deuxième histoire que nous avons dans notre collection est l'histoire de Mumvaneza qui est venu au Canada du Rwanda. Il raconte comment il est resté en contact avec ses amis au Kenya et sa famille au Rwanda. Il a passé de nombreuses années dans un camp de réfugiés au Kenya. Il a encore beaucoup d'amis là-bas. Il les appelle, ou il appelle, toutes les 2 semaines, même s'il n'a pas toujours assez de temps. Cela lui donne de la joie. Mumvaneza encourage les amis qui restent dans les camps de réfugiés à persévérer. Il dit « Dieu vous aidera ». Et il comprend également à quoi ressemble la vie dans un camp de réfugiés. Parfois, quand il a un peu d'argent, il les envoie un peu de sous pour les aider parce qu'il sait à quel point il est difficile de vivre dans les camps de réfugiés. Aujourd'hui, avec notre technologie qui est avancée, il existe de différentes méthodes de communication que les gens peuvent utiliser pour se connecter en famille, mais il peut être difficile de trouver un moment qui convient à tout le monde. Je crois qu'avec le Covid, beaucoup de personnes n'ont pas pu célébrer les fêtes avec leur famille et ils peuvent bien comprendre ces 2 histoires. Si vous n'avez pas émigré ou si vous n'avez pas dû s'éloigner de votre famille, je vous invite à vous mettre à la place de ces immigrants. Pensez aux adaptations qu'ils doivent apporter à leur vie quotidienne. Je m'appelle Anne-Marie et nous sommes maintenant devant une réplique d'une voiture de train. Après leur arrivée en bateau au quai 21, les immigrants sont partis en train pour leur destination finale au Canada. Aujourd'hui, les immigrants partent des aéroports en voiture ou en autobus. Quel que soit le mode de transport, après cette arrivée à une destination, les immigrants font face à de nombreux défis, notamment s'adapter à une nouvelle culture. On voit le thème de proche dans le processus de garder sa culture d'origine en même temps qu'on s'adapte à une nouvelle culture. Ce processus d'intégration culturelle peut aussi affecter son identité culturelle. Si on n'a pas immigré, c'est facile de penser que devenir Canadien veut dire abandonner son pays et sa culture d'origine. Mais avez-vous considéré à quel point votre culture influence votre identité? On n'y pense pas souvent, mais la culture fait partie de notre identité. Elle influence nos schémas, nos valeurs, nos relations avec les autres et comment on passe le temps. Pour un exemple concret, on peut se décrire comme hôte ou hôtesse douée, amatrice ou amateur de la musique pop, ou bien fou ou folle pour la lune. Imaginez que vous êtes un immigrant dans un nouveau pays où on a un style d'accueil différent. Vous avez été hôte ou hôtesse douée chez vous. Tenterez-vous de continuer d'accueillir des invités? Si oui, tenterez-vous de changer votre style pour se conformer au style du pays? Ce changement va-t-il affecter votre identité d'hôte ou d'hôtesse? Ce sont quelques petits exemples des défis de l'adaptation à une nouvelle culture, de créer une nouvelle identité culturelle et de garder proche sa culture et son pays d'origine. Heureusement, on ne doit pas qu'imaginer ce processus, on peut écouter des histoires des personnes qui l'ont vécu. La collection du musée comprend plus que 1200 histoires orales, c'est-à-dire des entrevues personnelles, souvent avec des immigrants. Nous allons maintenant écouter Omar Serhan, qui est né et a grandi au Maroc et qui est venu au Canada pour ses études universitaires.
Quand il est venu au Canada, son plan était de retourner au Maroc après ses études pour aider son père avec son entreprise. La récession économique a causé de l'instabilité dans cette entreprise, alors Omar a cherché du travail au Québec. Il a rencontré sa femme durant son premier travail au Québec, alors il a choisi d'y rester et quelques ans plus tard, il a reçu sa citoyenneté canadienne. Dans cet extrait de son histoire orale, Omar Sarren décrit comment deux pays peuvent rester proches à soi. Le Maroc, ce sera toujours chez moi. J'ai entendu une comparaison quelque part, je ne me rappelle pas qui l'avait dit, mais en disant que le pays d'accueil et le pays d'origine, c'est comme la maman. On ne l'a pas choisi, mais on l'aime inconditionnellement. Le pays d'immigration, c'est le pays qu'on a choisi. C'est comme la femme de la vie. On l'a choisi parmi toutes les femmes du monde. Et ces deux femmes, elles restent comme les plus importantes. Fait que les pays, il y a un attachement des deux côtés, c'est sûr. Pour le Maroc, je me sens toujours marocain. Il y a plein d'aspects et même si moi j'oublie un jour que je suis marocain, n'importe quelle personne dans la rue, elle va me le rappeler au premier contact. Après quelques phrases, elle va me dire: vous êtes de quelle origine? Vous avez un petit accent? Vous n'avez pas l'air canadien? Est-ce que vous arrivez de où? Fait que je veux pas, même si j'ai le choix ou j'ai pas le choix, je reste attaché à mon pays. Alors Omar dit qu'il aime ces deux pays. On peut comprendre de son analogie que l'amour pour le pays d'accueil n'élimine pas l'amour pour le pays d'origine, ainsi que l'amour pour sa femme n'élimine pas l'amour pour sa mère. Tous les deux sont importants et abandonner une est si incompréhensible de demander à quelqu'un d'abandonner un membre de sa famille ou quelqu'un d'autre qu'on garde cher. Donc, on peut comprendre que la culture et le pays d'origine restent proches des immigrants. Plus tard dans l'entrevue, Omar nous explique comment il continue sa culture au Canada. Il dit qu'il a commencé d'écouter de la musique marocaine qu'après son arrivée au Canada. Au Maroc, il écoutait toujours de la musique étrangère. Mais au Canada, le fait d'être entouré d'une autre culture lui a donné l'envie de découvrir plus de la culture marocaine pour se découvrir. En plus d'écouter de la musique marocaine, Omar continue sa culture en cuisinant des plats marocains, en s'informant sur l'histoire du Maroc et en s'habillant dans les habits traditionnels pour les fêtes. Comme pour Omar, beaucoup d'immigrants gardent leur culture près d'eux pour le reste de leur vie au Canada. Maintenant, Stéphanie va nous raconter comment cela peut nous donner tous des bénéfices délicieux. Merci Anne-Marie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je suis une interprète du patrimoine ici au Musée canadien de l'immigration du Quai 21. L'immigration est intéressante. On ne peut pas collectionner l'immigration sous forme d'un artefact ou un spécimen. L'immigration est éphémère. C'est un processus, une expérience continue qui n'existe pas sous forme tangible. Mais ce que nous avons, ce sont les traces de l'impact de l'immigration, telles que les histoires et les traditions qui sont partagées, les passeports et les valises que les gens ont apportés ou les photographies qui capturent les moments uniques. Ici, mon travail consiste à aider des personnes comme vous à se connecter avec les expériences des gens qui sont venus d'autres pays et qui ont choisi le Canada comme terre d'accueil. Aujourd'hui, à l'aide des histoires tirées de la collection du musée, nous verrons comment l'impact de l'immigration se manifeste même dans le goût de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui. Je suis ici, dans la cantine de l'exposition du Quai 21, entourée par quelques exemples de nourriture que les immigrants auraient pu acheter à leur arrivée à Halifax. Je viens toujours à inclure cet espace dans ma visite guidée de l'exposition, parce que c'est souvent ici où je recueille les récits des visiteurs qui sont passés par ce bâtiment pendant la période où le Quai 21 fonctionnait comme centre d'immigration. Beaucoup d'entre eux ne se souviennent pas beaucoup des procédures administratives, mais ils se souviennent certainement de leur premier contact avec la nourriture canadienne, surtout le pain. J'ai eu une visiteur qui a partagé avec moi son souvenir. Il a dit qu'il a été étonné par la texture moelleuse de Wonder Bread.
Ils jouaient avec le pain comme si c'était un accordéon. Je vais partager l'histoire de Maria Rosario Pagano qui est arrivée en 1961 provenant d'Italie. Elle a écrit « Je suis allée au magasin de la gare pour acheter du pain et de la Bologne pour nous faire des sandwichs. Mon fils et ma fille ont trouvé le pain et la Bologne si sucrés, ils ont refusé de les manger. C'était la première fois que nous avons goûté le pain canadien et la viande transformée. Comme ils ne voulaient pas manger de sandwich, une fois que nous sommes montés dans le train, je les ai amenés au wagon restaurant et j'ai commandé à chacun une assiette de spaghettis. Encore une fois, ils ont trouvé la nourriture si sucrée qu'ils ont refusé de la manger. À ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils tombent malades et ne mangeaient pas. Heureusement, j'avais quelques biscuits que j'avais préparés avant de quitter l'Italie et ils les ont grignotés jusqu'à ce que nous arrivions à Toronto. Ces moments d'impact ne sont pas rares. Kenneth Robert Vandenberg, qui est arrivé des Pays-Bas en 1953, avait ce souvenir de voyage en train qui les amenait vers la nouvelle maison. Même si nous étions des étrangers, tous les passagers partageaient les statuts de nouveaux immigrants et faisaient donc ce qu'ils pouvaient pour aider les autres. Un jour, entre deux gares où nous pouvions acheter de la nourriture, notre famille a manqué de pain et de confitures. Un couple d'immigrés allemands, âgés et très gentils, nous a donné du pain et de la confiture à la framboise pour nous tenir le coup. Aujourd'hui, la confiture de framboise reste ma préférée. Quand je les mange, je me souviens souvent de notre voyage en train et de la gentillesse de ces étrangers. Avez-vous jamais été complètement submergé dans un nouvel environnement? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand, si jamais, vous sentez-vous à l'aise? Avec le temps, les nouveaux arrivants ont à leur tour la possibilité de créer un impact eux-mêmes, soit dans le confort de chez eux ou dans la communauté. Betty Visser, dont sa famille est originaire de l'Ukraine, a expliqué au musée comment les traditions touchant à la nourriture se sont perpétuées dans sa famille. Elle nous a dit, si nous nous réunissons, il doit toujours y avoir beaucoup de nourriture. Et plus il y en a, mieux c'est. Elle dit aussi que les enfants et les petits-enfants apprennent à honorer leur patrimoine en confectionnant des pierogies et des rouleaux aux choux. Juwaria Labdou Daif, elle, a laissé sa marque à Charlottetown lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait amener le Maroc dans un marché de producteurs en île du Prince-Édouard. Ce que j'aimais aussi, il y avait à Charlottetown, les gens, ils avaient un farmers market. Alors, Charlottetown, il y avait un farmers market qui était ouvert juste les samedis de 9h à 2h. Alors, et puis on visitait, et puis on allait voir, et puis il y avait des personnes, les Canadiens, comme on dit, des Africains, alors qui vendaient des choses. Alors, il y avait de la nourriture, il y avait des légumes, mais c'était vraiment un centre, quand tu rentres, on dirait c'est comme un cultural exhibit de tous certains pays. Culinaire, l'aspect art. Alors moi, je me suis dit, ça c'est une excellente idée pour moi, c'est une excellente opportunité pour faire connaître ma culture. Alors, et puis, j'étais dans le domaine d'administration des affaires, je me suis dit, ben, ça c'est une excellente opportunité pour moi de faire quelque chose comme un business, mais c'est juste de faire connaître l'art culinaire du Maroc et puis aussi tout ce qui est artefact. Alors, j'ai fait la demande et puis ils nous ont donné un endroit pour vendre la nourriture et puis je vendais la nourriture marocaine. C'était les samedis de 9h à midi. Il y avait tout le monde adoré. Il y avait les gens qui venaient vraiment chaque samedi pour déguster la cuisine marocaine. Il y avait des Filipinos, alors c'était vraiment une expérience enrichissante que j'ai passée à l'île du Prince-Édouard. Les deux femmes témoignent le lien créé par la nourriture entre ici et là-bas. Et vous, quel est le dernier plat que vous avez cuisiné? Existerait-il sans que quelqu'un ne l'ait d'abord emporté au Canada? Pour ma part, quand j'ouvre mon frigo pour préparer mon dîner, je sais que je peux compter sur le sambal au lac, la sauce du poisson, la sauce hoisin ou le chutney de mangue pour ajouter de la saveur à mon repas. Je sais qu'il faut griller doucement les épices avant de préparer un curry et je tente de préparer le croissant à la maison. C'est essentiel que tout soit froid. Voici
Quelques exemples de l'impact de l'immigration dans ma cuisine. La nourriture sert comme un lien entre chez-soi d'aujourd'hui et le chez-soi du passé. Ce n'est qu'un des effets de l'immigration et une qui me remplit de gratitude. Alors j'ai une question. Quand vous rencontrez un lien comme celui-là avec une autre culture, est-ce que vous vous détournez ou le célébrez? Merci infiniment de vous être joint à nous ce soir pour entendre ces histoires de proximité. J'espère que ces histoires vous ont rappelé de votre propre relation avec l'immigration ou alors celle de vos proches et amis. Au cœur de toutes ces histoires, il y a le besoin manifeste de réunir les gens. C'est pourquoi je vous encourage tous à communiquer avec ceux qui vous entourent. En ces temps difficiles, il est important de renouer avec les vieux amis et nos familles. Vous pourriez même peut-être leur parler de ce que vous avez entendu ici ce soir. Merci beaucoup.